Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Emmanuel Véron, enseignant-chercheur à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et spécialiste de la Chine. Bonjour Emmanuel Véron. Le président français s'apprête à accueillir le président chinois Xi Jinping pour fêter là un anniversaire, c'est-à-dire le 60e anniversaire du début des relations diplomatiques avec la Chine. C'était important à l'époque, c'était une initiative du général de Gaulle, n'est-ce pas ? Bonjour Ali Laïdi, absolument. Le président Xi Jinping a fait 5 ans sans s'être déplacé en Europe et en particulier en France, se rendra en visite en Europe et terminera son périple par Paris et une visite en province pour rencontrer Emmanuel Macron 1 an après la visite d'État d'Emmanuel Macron à Pékin. Effectivement, dans le cadre, comme vous l'avez rappelé, du 60e des relations bilatérales, et on va sûrement y revenir, dans le cadre d'une relation qui est malgré tout dégradée. Relation spéciale, vous diriez quand même, entre Pékin et Paris, avec cette histoire du général de Gaulle ? Probablement que l'on a une perception de la Chine qui est un petit peu déformée et que l'on a pu entretenir par ailleurs cette logique de relation spéciale. Le général de Gaulle en 1964, avec la logique de reconnaissance de la République populaire de Chine. Rappelons qu'on était dans une logique de guerre froide, dans une logique où la Chine populaire était dans une logique de montée en puissance, notamment par les courants Mao et maoïstes, à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, on n'a plus tout à fait le même objet, j'allais dire géopolitique. La relation a bien changé. La relation est très asymétrique. La Chine de 1964 n'est pas tout à fait la Chine de 2024. Alors évidemment, on va parler des crises internationales, de l'Ukraine, mais de Gaza aussi. Quel message le président français peut-il faire passer à son homologue chinois ? A priori, côté diplomatie française et Élysée, il y a une volonté de maintenir le dialogue. Ça, c'est probablement la première pierre, le premier niveau. Maintenir le dialogue avec Pékin, malgré les crises internationales, malgré les divergences, malgré le manque de réciprocité à tous les niveaux dans la relation avec la Chine populaire. Le deuxième sujet, c'est effectivement la guerre en Ukraine, le soutien de la Chine à la Russie dans la guerre en Ukraine, et puis dans les autres sujets, des sujets de crise internationale, Proche-Orient, Moyen-Orient, question des tensions en Asie, notamment sur mer, mais aussi des questions commerciales, technologiques et d'espionnage, et peut-être un dernier sujet, de plus en plus vu par certains diplomates comme étant une surface de contact et d'échange sur le changement climatique, mais ça reste un sujet difficile et compliqué. Alors nous, on va se concentrer sur la problématique des relations commerciales. Dans un premier temps, évidemment, la relation entre Paris et Pékin, d'un point de vue commercial, totalement, évidemment, au désavantage de la France. Et absolument, c'est bien le mot, ce sont bien les termes, puisque quand on regarde en fait la balance commerciale ou le commerce bilatéral France-Chine, dans la période de Covid, on avait un déficit qui était lissé autour de 9 milliards d'euros de déficit. On regarde aujourd'hui, les chiffres de 2023 sont consolidés, on est autour de 55 milliards d'euros. Donc on a pris en 18 mois à 2 ans plus de 20 milliards de déficit, ce qui veut dire qu'on achète beaucoup plus à la Chine qu'on ne lui vend de produits, et donc que le déficit commercial, que la balance s'est creusée, que le déficit s'est creusé en notre défaveur. Ça veut donc dire que derrière l'économie, il y a un levier politique pour Pékin pour instrumentaliser une relation asymétrique. Il peut avoir des répercussions sur des mesures de contorsion, sur des dossiers diplomatiques ou sur des dossiers de tension en sécurité en Asie. Même rapport de force qu'on trouve entre Pékin et l'Europe et Bruxelles, avec là aussi un doublement du déficit commercial depuis 2020. Et aujourd'hui, je crois, il dépasse les 400 milliards d'euros, c'est ça ? Absolument. En fait, là, je donnais l'exemple du déficit pour la relation avec la France, France-Chine. Mais quand on regarde pays par pays, il y avait juste une période très récente que l'Allemagne n'était pas complètement déficitaire. Maintenant, effectivement, à l'échelle des 27, de l'Union des 27, on a un déficit commercial béant qui est quasi abyssal et qui ne cesse de creuser. À la veille, donc, Xi Jinping qui souhaiterait relancer ou donner un nouvel élan à ces fameuses routes de la soie, de connectivité, d'export chinois en direction du marché européen, notamment à travers les véhicules électriques, notamment les batteries, notamment le photovoltaïque, voire l'éolien, mais surtout le photovoltaïque. Il y a une logique d'exporter, de
utiliser le marché européen, qui est l'un des plus gros marchés au monde consolidé, à des fins stratégiques comme levier contre les États-Unis. Mais sincèrement, Emmanuel Véron, vous êtes un expert. Est-ce que, par exemple, le président Macron peut peser sur le système des subventions publiques aux entreprises chinoises? Alors, clairement, je le disais, la relation étant asymétrique, il est pour la diplomatie française de peser, comme vous le rappeliez. La question est de savoir maintenant, en 2024, comment clarifier la ligne politique française et européenne vis-à-vis de l'acteur chinois dont on a compris les agissements, dont on a compris ce qui était hier de l'ordre des intentions cachées, c'est-à-dire le commerce déséquilibré, subvention de l'exportation. Simplement un exemple, rappelons-nous, lors du lancement des routes de la soie, notamment des vecteurs ferroviaires, chaque wagon était subventionné par le régime et par ses consortiums para-étatiques, industriels et économiques. Donc on a un manque de réciprocité sur ces sujets-là. Et il y a fondamentalement maintenant, au niveau européen et français, ce besoin de poursuivre le réveil et de s'organiser sur ces sujets de déséquilibre commerciaux, mais aussi technologiques. Très clairement, Paris, par exemple, a intérêt à ce que la fameuse enquête de la Commission européenne sur les subventions à l'automobile électrique chinoise aboutisse avec des sanctions ou et est-ce que l'Allemagne, elle, de son côté, a intérêt donc à ce que la Commission aille très loin là-dessus? Effectivement, et c'est là où on retrouve une sorte de désunion ou de divergence qu'il y a au sein de l'Union et notamment de la Commission. Et la Chine joue de cela. C'est-à-dire qu'en instrumentalisant l'asymétrie pays par pays extérieure, elle va pouvoir avoir une incidence sur la prise de décision à l'échelle de l'Union européenne pour mettre en place des mesures de, non pas contorsion, mais en tout cas des mesures de protection vis-à-vis de cela. Et donc on a une grande difficulté, même si les différentes institutions européennes ont activé un réveil, une organisation pour mieux se prémunir, on a encore une forme de lacune, on a encore des retards. Et pour faire bref, le temps d'agissement institutionnel européen est bien plus long que le temps d'action de la Chine, même si la Chine économiquement va moins bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle essaye d'accumuler des actifs en nous vendant des produits subventionnés. Sur le dossier, par exemple, de l'espionnage industriel, est-ce que le président Macron peut faire avancer ce dossier auprès de son homologue Xi Jinping ou pas? Alors, effectivement, le président Macron, dès sa prise de fonction en 2017 et lors de sa deuxième investiture en 2022, a publiquement dit et déclaré avoir consolidé et mis davantage de moyens pour se prémunir sur ces sujets d'espionnage économique, industriel, voire de l'espionnage politique. On a un certain nombre de sujets où maintenant on est au niveau national mieux armé, mieux équipé et on arrive à faire davantage avancer des dossiers sur ces mesures de contre-espionnage en fait économique. La question est un face-à-face qu'il y aura lundi et mardi prochain sur des sujets politiques et diplomatiques suffisamment fins pour ne pas se laisser marcher sur les pieds et faire avancer, si vous voulez, des questions de mesures de sécurité et de souveraineté, notamment dans le domaine industriel. Emmanuel Véron, sur quel dossier commercial, économique, ces deux grandes puissances peuvent s'entendre? Au regard de la relation, des 60 ans de relation, et notamment depuis 40 ans de montée en puissance économique et commerciale de la Chine a tout absorbé, la Chine maintenant a tout fait suite à des transferts de technologies, de cette coopération bilatérale, notamment avec la France, mais aussi avec, bien évidemment, le reste de l'Europe et l'ensemble du monde. Aujourd'hui, quand on regarde, la surface de contact est très réduite. Le luxe continue de demeurer un sujet très important dans le chiffre d'affaires annuel en Asie et notamment en Chine populaire. L'aéronautique reste un sujet sensible, certes, mais qui reste performant, notamment, je pense, au consortium Airbus, avec derrière des sujets de transfert de technologie, une interrogation sur la montée en puissance de l'avionneur chinois Comac, et donc de ce pillage de technologie depuis 15 à 20 ans dans l'aéronautique, et puis peut-être sur des sujets d'agroalimentaire, et enfin, quid du nucléaire civil, dont la coopération, qui a une trentaine d'années maintenant ou un peu plus, pose de grandes questions. C'est notamment le cyclage des déchets nucléaires. Mais est-ce que sur l'énergie verte, est-ce que ces deux pays peuvent se rapprocher? Parce qu'ils ont une vision un peu différente du multilatéralisme économique, mais quand même, on sent que la Chine a fait quand même beaucoup de progrès sur ces questions-là.
Effectivement, alors ça, c'est une des dimensions, si je puis dire, de la diplomatie chinoise, de se verdir, ou en tout cas de se draper dans une logique de responsabilité environnementale, donc par là même d'avoir force marketing dans l'exportation de ces technologies éoliennes, photovoltaïques ou d'autres procédés que l'on pourrait qualifier d'énergie renouvelable. Derrière cela, il y a une intention politique qui est claire de Pékin, c'est de gagner en une forme de respectabilité, de responsabilité dans le concert des nations. Et deuxième sujet, de vendre du matériel pour exporter du matériel et accumuler des actifs. C'est le sujet pour nous, Européens et Français, des panneaux photovoltaïques et secondairement de l'éolien. Et deuxième sujet, les voitures électriques consommant moins de CO2. Et bien évidemment, on sait par ailleurs que la fabrication d'un véhicule électrique, notamment des batteries, est extrêmement coûteux environnementalement parlant dans l'extraction des minerais. Donc la Chine se drape, dans une logique de responsabilité verte, dirions-nous, et deux, c'est sur des logiques géoéconomiques de suprématie, de primatie géoéconomique sur ces secteurs-là. Une réponse rapide à ma dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer demain des usines d'automobiles électriques chinoises en France comme il y a eu dans les années 90 pour les Japonais ? Alors, au regard de la perte d'attractivité de l'image de la Chine, ça semblerait être un sujet touchy, si vous me permettez l'expression. On sait par ailleurs qu'il y a cette percée-là, que le président Xi Jinping se rendra en Hongrie, notamment pour parler de cette coopération dans l'industrie automobile. Je crois qu'à ce stade, on n'y est pas, mais restons prudents. Et notamment, je reviens sur le sujet de la sécurité technologique et économique, dont le secteur automobile reste un des sujets prioritaires. Merci beaucoup Emmanuel Véron pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Vivez 3 heures au cœur de l'info avec Ashreen Verdian. Écoutez les voix qui comptent sur les grands sujets internationaux. Pour être au cœur de l'info, je vous donne rendez-vous chaque week-end sur France 24.